Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là, toujours avec mon grand ami de 2 mètres. Il s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Comment tu vas mon cher Théo? Bah écoute, super bien Thierry, on a eu un beau week-end de rugby, puis on est en train de monter tranquillement vers le sommet de l'Autumn Cup. Et je dois dire que voilà, le décor se met en place pour vivre de très belles choses. Et après un week-end comme ça, on ne peut être qu'heureux de parler de rugby parce qu'on a vraiment vu des choses fantastiques. Exactement, exactement. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de nous retrouver nos bleus. On va parler de tous les matchs dans l'ordre. Mais on va commencer avec un petit message d'un certain Casimir Yati qui nous a laissé un petit mot sur YouTube. Ouais, Casimir le Yeti, ça fait un petit moment qui nous suit, qui nous fait de temps en temps des petits coucous. Il nous a fait part effectivement de son accord avec notre étonnement parfois sur les choix dans les compositions. Et puis, il dit finalement, tout ça, c'est de l'humain. Il y a peut-être des mecs qui s'entendent pas. Il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas. Il faut faire confiance au taulier Fabien Galtier. Et franchement, on est assez d'accord avec lui. Donc, Casimir, merci pour ton retour à la fois précis et concis. Et puis on a vu qu'il partageait notre avis sur l'élection de Florian Grill. Voilà, il y avait élection cette semaine aussi, Thierry. Oui, Mais c'était de oui. l'autre côté de l'Atlantique, je crois. Oui, je sais, je sais. Écoute, moi, j'ai évité un peu tout ce qui est Internet. C'est pour ça que j'étais content de me retrouver dans le rugby, me tomber dedans parce que j'avais besoin d'éviter tout ça. Bah, écoute, c'est pas allé dans la direction que je voulais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de démocrates qui vont partir des États-Unis pour venir en France. Donc voilà, peut-être des Américains à éduquer par rapport le rugby bientôt, on ne sait jamais. Écoute, on n'est pas Peut-être là dans pour le parler. Jura. Ouais, tu sais jamais. On n'est pas là pour parler politique, mais pendant qu'on est sur notre minute américaine, j'aimerais bien dire que quand même the USA a gagné un match de rugby. Ouh, c'est des bonnes nouvelles ça. On a joué contre Portugal. La dernière fois qu'on a joué contre eux, c'est eux qui a gagné 46-20. Et là, on a pu gagner 21-17 à Portugal. Donc un petit bonne nouvelle quand même pour le côté américain. Oui, pour les Américains, mais tu sais qu'on a des auditeurs au Portugal et on les embrasse néanmoins. Et on se dit que la prochaine fois, peut-être qu'ils regagneront. Exactement. Allez, c'est vendredi soir, c'est Nouvelle-Zélande contre l'Irlande. Le 22 des trèfles, ils sont là pour reprendre à Ireland's Call. Les Blacks aussi, ils sont là, ils font leur danse sous quelques siffles quand même. Il y a un Bondi Aki qui ne sourit pas du tout pendant le haka. Allez, ils sont sans Bowden Barrett, mais il y a quand même les 2 autres qui sont bien là. Et c'est vraiment un plaisir de retrouver cette équipe d'Irlande, notamment un Andrew Porter qui a rasé la barbe, donc j'ai même pas reconnu le pilier. C'est lui qui va bien démarrer le match avec un bloc, un contre sur un déménagement du 9 à Nouvelle-Zélande. C'est une première opportunité pour les Irish pour entrer dans les 22 des Blacks, mais pas de points tout de suite. Il y aura un pénalité contre les Blacks, obstruction sur un ballon dans l'air. C'est un nouveau règle qu'on va voir pas mal dans ce match. 3-0 pour Irlande au début, ça devient 3-3. Les Verts sont forts dans les rocks et le 9 Black est souvent sous pression. Scott Barrett explique un petit quelque chose à John McCarthy, de deuxième ligne aussi. Encore cette pénalité d'obstruction sur un ballon haut. Et les plaquages sont sympas pour les Verts. Ring Rose en particulier. Telia, le allié de Nouvelle-Zélande, n'a pas assez d'espace dans son couloir. Les Blacks sont repoussés pour l'instant. Les Verts sont tranquilles dans leur défense, ils piquent des ballons sans difficulté, mais ils n'ont pas encore d'attaque. Si Titi, il sait gratter les ballons, il est bon en touche aussi, lui. Petit temps fort pour les Blacks et 3 points pour eux. Je trouve que l'arbitre australien, Nick Barry, est assez relax, mais il communique bien. Tiens, Altrad, il sponsor les Blacks et les Bleus, je ne savais pas. Opportunité pour les Verts manquée et les Blacks reviennent à la charge. Ça marche bien quand ils font le pick and go, 3 points pour eux. Jolly Barrett chope un carton jaune. Si c'est un rouge, ils vont avoir 20 minutes à 14 et puis il serait remplacé par quelqu'un d'autre. 9-6 pour le mi-temps. Début de deuxième mi-temps et tout de suite les Irish prennent l'avantage. Van der Flyer va marquer le premier essai de ce match. Joli travail d'équipe, 13-9 pour Irlande. Yafo au lac, les Verts sont de retour chez les Blacks, mais les Blacks tiennent bon et ajoutent quelques points eux-mêmes. 13-12 toujours pour Irlande. Il y a un nouveau 9 côté Black et par magie, ça va un peu mieux pour leur attaque. D'ailleurs, le 9 Gibson Park d'Irlande a fait pas mal de jolis plaquages dans ce match. Le 10 Irlande Crowley, il va être remplacé par son cousin Farley. Et autour de 60 minutes, les Blacks vont ajouter 6 points de plus au pied. Ils prennent le lead 13-18. Jolie séquence pour les Blacks. De centre, Jolly Barrett perce au centre. Telia sur le côté droit. Et puis, c'est Will Jordan qui vient marquer côté gauche. 37 essais en 38 caps pour lui. Il est même mieux que Damien Penaud.
23-13 avec 10 minutes à jouer. Les Blacks en forme. James Lowe fait un 50-22 de folie. Les Irish campent sur les 10 mètres pour quelques minutes, mais le 8 Ardé Servia va gratter un ballon important. Les Irish ont quelques opportunités, mais comme dans tout ce match, il manque un peu de réalisme. On finit le match 23-13 pour les All Blacks. Pas le match qu'on attendait, peut-être, mais quand même un match avec du charme. Oui, c'est un match un peu décevant sur le plan de l'animation offensive. On espérait mieux que ça, on espérait peut-être voir plus d'essais, on espérait un peu plus de panache. C'est un match c'est bon, soldé par une victoire des Blacks qui est malgré tout assez nette, avec des Irlandais un petit peu en panne d'idées sur le plan offensif, et des Blacks qui ont été extrêmement reptilien pour s'adapter, en fait, hein. On voit que les Irlandais, comme souvent, avaient une furia sur le début du match, et puis ensuite, défensivement, avec de la rush defense qui montait extrêmement fort partout, qui venait couper toutes les communications possibles de la ligne All Black. Les Blacks, là-dessus, du coup, ils se sont adaptés. Beaucoup de remises intérieures, beaucoup de petits jeux, beaucoup de ruck efficace et de jeu propre qui fait pas rêver, mais qui fait le job. Et puis, à la 60 et quelques, l'essai de Jordan, voilà, une percée plein champ, trois passes après avec une qualité technique impeccable sur quand même le balayage du terrain tout à droite et puis tout à gauche, et puis Will Jordan qui va marquer. C'est-à-dire ce qui se fait de mieux au rugby, hein, déplacer l'adversaire autant qu'on peut et puis finalement passer dans un trou de souris pour marquer. Et il marque, et honnêtement, c'est mérité. C'est très dur pour les Irlandais qui tombent pour la première fois depuis 19 matchs à domicile. Donc, ça a l'air de peu de choses, mais en fait, c'est un séisme, hein. Ils n'avaient pas perdu depuis 19 matchs à domicile, les Irlandais. Donc, C'est il fou faut que quand ce même. soit les Blacks qui aillent les battre là-bas. C'est pas par hasard, hein. C'est que les Blacks ont cette capacité à élever leur niveau de jeu, à s'adapter, à faire fi de tout le contexte émotionnel, hors champ, hors jeu, et se concentrer sur la qualité rugbystique et l'adaptation à l'adversaire, que ce soit sur le plan défensif ou sur le plan offensif. Donc, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce match-là, pour moi, est une preuve de la maîtrise incroyable de cette équipe All Black, qui est capable vraiment de se mettre au niveau de son adversaire avec une très, très grande intelligence. Pour moi, c'est une équipe extrêmement complète. On a encore vu ce fameux troisième ligne, Titi, là, qui a été énorme. Damian McKenzie, le 15, également, qui a été extrêmement sollicité dans les jeux au pied, qui a répondu présent sur des fondamentaux du jeu. Le jeu aérien, ensuite, mettre les points quand les Irlandais font des fautes. Voilà, ils ont été cliniques et un exemple de réalisme pour aller gagner ce match presque tranquillement, 23-13, 10 points d'écart, donc pas d'enjeu à la fin du match. Dans les dernières minutes, on savait qu'ils avaient encore plus d'un essai d'avance. Dans le rugby de très haut niveau, entre équipes qui se valent, aujourd'hui, c'est rare. Il y a quand même beaucoup de matchs qui se finissent avec des victoires from behind. On va le voir sur Australie-Angleterre, Angleterre-Australie, qui a été absolument magique et magistrale. Là, il n'y avait pas beaucoup de frémissements ou d'émotions à la fin parce que ils ont tué le game. Voilà. Donc, gros danger sur le Stade de France samedi. Oui, c'est vrai, parce que quand on regarde finalement, aussi on peut dire que Nouvelle-Zélande, il me semble qu'ils sont sur leur 9e match de l'année, où on va dire Irlande, ils redémarrent un peu à zéro, pas exactement à zéro, il y avait des matchs cet été, mais on sent que il y a une équipe qui a beaucoup joué récemment et l'autre qui pas encore rouillé, on va dire, qui se réveille. C'est toujours le principe de ces tournées d'automne. Il ne faut pas oublier, pour tous ceux qui nous écoutent, que pour les Blacks, les Australiens, etc., c'est la fin de saison. C'est l'équivalent de nous quand on y va au mois de juin, où on a toute la saison dans les pattes et où finalement on a aussi de la fatigue, certes, mais de l'entraînement, des habitudes. Ils n'ont pas tout à fait la même organisation que nous, puisqu'ils ont le Tri Nations pendant l'été, etc. Donc, ils arrivent là, certes un peu en fin de saison avec de la fatigue, mais avec aussi beaucoup de repères collectifs, et ça se voit. Cette équipe n'est pas du tout une équipe qui se découvre et qui fait des erreurs de ne pas savoir, ah ben non, je croyais que, etc. Non, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils le font avec précision, avec, encore une fois, toute la rigueur britannique que nous ont enseigné, les Anglais, mais aussi les Néo-Zélandais qui sont devenus, qui ont dépassé le maître, entre guillemets. Et ils ont été
fantastique quand nos équipes européennes, effectivement, redémarrent complètement, donc sont un peu en manque de repères. Ouais, et c'est intéressant ce que tu disais par rapport à l'Irlande, parce qu'avant on disait c'est quand même ma machine, quoi, qui a machine à broyer, qui roulait sur des autres, mais en fait c'est vrai que leur machine n'a pas pu vraiment démarrer, même si en défense globalement ils étaient plutôt bons. Il y avait quoi, 2 erreurs potentiellement dans tout le match pour eux, mais au niveau d'attaque, l'attaque n'a pu jamais vraiment démarrer. Oui, ils ont été un petit peu empruntés sur le plan offensif. Je pense qu'ils ont été très bons défensivement. La première mi-temps, finalement, ils tournent, je crois, à -3. Et ils ont eu de la chance, d'une certaine manière, parce qu'ils n'ont pas eu le ballon de la première mi-temps. Quasiment, les Blacks avaient tout le temps le ballon. Par contre, ils étaient intraitables en défense. Ça suffit pas pour battre les très grandes équipes. Et c'est pas ce à quoi nous a habitués la grande équipe d'Irlande des 5, 7 dernières années. Donc on voit qu'ils sont pas encore au top. Ils ont évidemment défendu avec beaucoup de ténacité et fait ce qu'ils pouvaient, mais ils sont encore orphelins de Johnny Sexton, qu'on le veuille ou non, hein. Ils n'ont pas de chef d'orchestre derrière, le patron qui donne le tempo, qui envoie ses guerriers au contact, qui organise après le premier contact, etc. Pour l'instant, c'est encore un peu jeune à la charnière, en particulier en numéro 10. Ouais, il faut dire que Neuf, Gibson Park, je trouvais qu'elle avait un super match en défense en particulier, par contre. Il ne faut pas oublier non plus que les Irlandais ont quand même 3 Néo-Zélandais de naissance dans leur équipe. C'est pas rien pour eux de jouer contre les All Blacks, hein, parce que Pitaki, Love et Gibson Park, c'est des joueurs qui auraient pu être All Blacks en fait. Ils ont le niveau aujourd'hui. On voit que sur la scène mondiale, bah, ils pourraient rivaliser. Donc recevoir en tant qu'Irlandais d'adoption son équipe, euh, qui est sans doute l'équipe qui les a fait rêver toute leur jeunesse avant qu'ils prennent le virage d'aller en Irlande, et on a vu avec quel talent et quel succès, c'est quand même très particulier. Et ça, je pense que sur le plan, pour eux, émotionnel, c'est loin d'être neutre. On a vu Pitaki, le visage extrêmement fermé sur le haka. Le haka pas au pongo, machin, là, que moi, je trouve inacceptable, en fait, hein. Autant le haka, je suis moyennement fan, mais le opongo, je trouve que ça devrait être interdit. Parce que je trouve que c'est pas respectueux des adversaires, et on est dans un monde qui n'a pas besoin de ça. Il devait faire un big hug, en fait. C'est ça, exactement. Allez, on passe au samedi. On va à l'Australie-Angleterre. En fait, l'équipe australienne, pour moi, était un peu inconnue au bataillon, en fait. Mais au fur et à mesure de regarder ce match, j'ai reconnu certaines têtes. Angus Bell, le pilier. Nick Frost, deuxième ligne. Rob Valentini, le 6, avec son grand coupe de cheveux, là. Le 10, qui était très bon, Noah Loelcio. Il y a un gars qui s'appelle James Slimper. Donc, en fait, c'est genre un pantoufle, en fait. James Pantoufle. Et en fait, après ce match, on va tous connaître le nom d'un Souali qui était absolument magnifique. Mais bon, on y va, on démarre. Pour les Anglais, c'était presque la même que la semaine dernière, il me semble. Ils ont presque fait l'exploit contre les Blacks. Et dans ce match-là, c'était un match de dingo. Angleterre va démarrer avec beaucoup d'intention, très agressif en attaque. Le centre Ollie Lawrence commence bien le match. Les avants savent passer le ballon entre eux. Essai par Chandler Cunningham South. Et ensuite, un deuxième essai des gros à 12 minutes, encore Chandler. 12-3. Quelques minutes sympas avec des breaks pour les deux côtés. Angus Bell, le pilier, incroyable. Il a mis tout le monde par terre. Et le 15 d'Australie, Tom Wright, va marquer un très joli essai dans le coin. Petit offload sympa du 13. 15-10. Et puis, c'est un autre essai australien par le capitaine numéro 8, Harry Wilson. 18-20 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, Angleterre avec le ballon et il mit la pression. Le 15, Tom Wright encore avec un super geste qui va gagner 60 mètres pour son équipe et ça va prendre du temps, mais les Wallabies vont marquer le prochain essai. C'est 25 pour Australie, 18 pour l'Angleterre. Encore Tom Wright, le 15, et le 10 australien pour un petit jeu de génie. 3 points de plus pour eux. L'écart est à 10 maintenant. On entend le Swing Low Sweet Chariot à Twickenham et dis donc ça marche, ça inspire les troupes. Marcus Smith avec des coups de pied à suivre pour Slight Home, un nouveau qui va marquer 2 essais dans son début avec l'équipe nationale d'Angleterre. 23-28 pour le moment, toujours Australie. Encore un peu de temps pour les Anglais. George Ford arrive, mais Marcus Smith va rester cette fois-ci. Très bonne idée parce qu'il est en feu, ce jeune homme. Essai numéro 2 pour Slight Home et les 15 de la Rose ont pris le lead 30-28 avec 10 minutes à jouer. Mais ils sont un peu careless avec le ballon et c'est un contre par l'ailier Callaway. 30-35 pour les Wallabies. Fin de match de dingo. 3 minutes à jouer. Angleterre a mêlé sur les 5 mètres Australie. Et essai pour notre Itoge préféré. Marcus Smith va assurer le lead avec le coup de pied. 37-35 pour l'Angleterre.
Ils sont tous souriants, les Anglais, mais attention, il reste 1 minute et mêlée pour l'Australie. 1 minute après le temps réglementaire, 2 minutes après, et sur le troisième minute, essai dans le coin pour l'Australie, 42-37. Ed Sheeran, qui était là dans les stands, il aurait pu chanter Shivers, car c'est un match plein de frissons. Quand on aime le rugby, franchement, et qu'on se dit notre sport est vraiment le meilleur, quand on voit ces matchs-là, on se dit mais oui, c'est un match de folie. Et c'est vrai qu'il a vraiment jeté de l'ombre sur le match des Irlandais contre les Blacks qu'on attendait au sommet, qui a été un peu tristounet, qui a été très sérieux, très solide, avec plein de belles choses. Mais bon, c'était pas du tout le match de l'année. Celui-là, c'est un match exceptionnel. Et la fin de match en particulier, il faut quand même voir que à la 35e, à la 75e, pardon, tu as quand même l'Australie qui passe devant à 35-30. À la 78e, l'Angleterre remarque, passe devant 37-35 et 80 plus 4, 42-37. C'est un finish digne, voilà, des grandes finales de NBA avec t'es à 1 point, tu marques tes 2 points, tu passes devant, t'as le mec qui tire du milieu, qui remet un 3 points, tu récupères le ballon, tu remets un 3 points. Et en fait, le public est assommé, tellement c'est incertain, tellement c'est beau et tellement c'est vraiment pour vivre des moments comme ça qu'on voit le sport. Je suis désolé pour les Anglais sur ce match parce qu'ils ils ont fait un bon match. Ils méritaient autant de gagner que les Australiens. Ça leur fait 2 défaites de rang contre les Blacks et les Australiens, donc un peu de mal à la tête quand même pour eux. Mais attention, c'est 2 matchs qui se passent à pas grand-chose et les Anglais ont une sacrée équipe. Ce Cunningham South qu'on a découvert l'année dernière, Ah ouais. attention le client que c'est. Franchement, entre sa vitesse, sa puissance, sa capacité à être là au bon moment, au bon endroit, etc., il m'a absolument impressionné. Et puis, j'ai été un petit peu désolé pour Ford, qui fait à nouveau une passe interceptée en fin de match. Il avait fait une mauvaise rentrée la semaine dernière contre les Blacks avec une défense approximative, des coups de pied ratés à la fin. Là, il a une passe interceptée un petit peu dans le money time. Je pense que c'est quand même très compliqué pour lui. Maintenant, j'ai voilà, j'ai pas de mots pour décrire ce que sont ces matchs quand on aime le rugby, parce que les essais qu'ils ont mis à plusieurs reprises et des deux côtés sont absolument exceptionnels. On a découvert ou redécouvert des Australiens qui sont un peu qu'à un cas au rugby à 15, hein. Ils ont quand même des années sans les Australiens. Il ne faut pas oublier qu'en Australie, c'est le sport numéro 3 de balle ovale, hein, puisqu'on a le Aussie Rules, ce sport un petit peu improbable, sur lequel on n'a toujours pas fait d'épisode, Thierry, mais ce serait Ah oui, marrant c'est qu'on faut en que je fasse un travaille une sur fois. ça, oui, c'est vrai. Et le 13, où il y a un 13 là, qui est au centre, je crois, qui est vraiment un joueur de 13 qui est passé au 15. Il y en a quand même une sorte de Sonny Bill Williams australien. Et le 15, ça arrive après ça. Et là, je trouve qu'ils ont une très, très grosse équipe. Il faut pas les oublier, il faut pas les enterrer. Il faut pas oublier que les Australiens ont été champions du monde plusieurs fois, que la Coupe du Monde 2027, elle est où, Thierry? Je sais pas. En Australie, Ah oui, j'ai oublié, chez j'étais eux. sur les États-Unis en 30 quelque Non, chose. non, elle est en Australie. Donc là, il est très clair que cette équipe, cette nation est en train de se construire une équipe de cadors pour la Coupe du Monde dans 3 ans et demi en Australie. Donc il faut pas les oublier et ils m'ont absolument impressionné et ils nous ont fait passer un moment de rêve quand on aime le rugby, un moment de rêve. Il y avait tout. C'est marrant parce qu'Australie, pendant la Coupe du Monde, on avait du mal pour eux, en fait, parce que bon, c'était encore l'histoire de Eddie Jones qui était en train de faire des entretiens avec Japon lors lors du Ouais. Coupe du Monde et tout ça. C'était assez affreux. Et on avait juste du mal pour cette équipe. Et là, on voit des jeunes aussi. Franchement, il faut aller sur YouTube et chercher des highlights pour Suali, là. C'était incroyable, en fait. Juste un highlight de 4 minutes de tout ce qu'elle a fait dans le match. Et pour un jeune centre comme ça, qui vient d'ailleurs, qui vient de Rugby League. C'est ça, c'est un joueur du 13, hein, C'est et c'est un qui énorme a fait, joueur. il me semble, il avait fait du Australian Rules aussi parce que dans Bah, l'air, il était magnifique. Donc vraiment plaisir. Et en plus, c'est marrant parce qu'on aurait pu penser, ah oui, mais ils étaient forts dans la dernière Championship. Bah non, ils ont gagné un seul match dans la dernière Rugby Championship entre, bien sûr, Argentine, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Ils ont gagné, ils ont battu Argentine par un seul petit point. Ils étaient dernières et en fait, ils arrivent en Angleterre pour les battre chez eux et planquer 42 points. C'est quand même, c'est quand même agréable de voir ça pour Australie, ça c'est certain.
C'est marrant aussi parce qu'on a vu des nouvelles règles et on a vu cette règle là où on peut pas faire un écran devant normalement c'est le 15 qui va sauter dans l'air pour récupérer le ballon en l'air et c'est assez drôle parce que tu te souviens de Freddie Stewart quand même sur l'Angleterre, le grand 15 qui était magnifique et en fait il était pas pris et parce que bon j'étais un peu surpris par George Furbank, bon il a très jolie moustache mais quand même il a pas la même taille et pas la même puissance dans l'air. Je trouve que Freddie Stewart, je suis un peu étonné de ne pas l'avoir sur le 15 de l'Angleterre. Ouais, beaucoup de bons joueurs dans ce 15 anglais. Je pense que là, c'est difficile pour eux parce qu'ils reçoivent l'Afrique du Sud en plus la semaine prochaine, qui a fait une grosse démonstration en Écosse. Et j'espère qu'ils vont taper les Sud-Africains parce que sinon, ça ferait 0/3. Et ça veut dire qu'ensuite, le seul moment pour sauver leur année, ce serait de nous recevoir à Twickenham et de nous foutre une raclée. Donc moi, j'aimerais pas trop ça quand même. Ouais, t'as raison. En espérant qu'ils gagnent le prochain match. Mais quand même, franchement, ce match, il y a un match de re-regarder ce week-end. Franchement, c'est celle-là. Il était trop, trop bon. Allez, Italie-Argentine, ça va être très, très rapide. Bon, ça commence avec Malien de Toulouse qui va marquer à Rome. Rapidement, c'est 17-0 pour Argentine, avec un Ange Capozzo qui était blessé. Le pack italien, ils répondent avec un essai de pénalité, donc carton jaune aussi. Ça permet un peu aux Italiens de revenir dans le match, mais c'est 17-10 pour le mi-temps, il me semble. Mais ce match est plutôt tout pour Argentine. Si tu as vu le compte de 90 mètres, 31-13, Cordero aussi va mettre un peu de sel dans la blessure, un essai qui a l'air facile pour lui. Réaction d'orgueil par les Italiens, mais le score va jamais revenir dans leur faveur. Il finit 50-18, quand même une petite promenade de santé pour l'Argentine en Italie. Ouais, on ne sait que dire parce que pour les Italiens, c'est vrai que les saisons se suivent et malheureusement se ressemblent. On a toujours l'impression qu'ils passent un cap et puis en fait, ils ne le passent pas vraiment. Et on dirait toujours qu'il y a une espèce de match sanction qui vient leur rappeler qu'ils sont prêts à en prendre 50 contre une nation, certes importante, mais qui n'est pas une nation du top 5 ou du top 6 non plus. Donc ça fait mal. C'est sûr, ça fait mal à la tête et c'est le cas de le dire avec la commotion d'Ange Capozzo. Donc voilà, un samedi à oublier pour les Australiens et puis un petit wake-up call pour nous parce que nous, on reçoit les Argentins juste après les Blacks. Donc soit on aura battu les Blacks et on sera peut-être sur un petit nuage. Il faudra faire attention parce que c'est toujours les matchs pièges pour nous de jouer les Argentins. Soit on aura perdu contre les Blacks et on aura beaucoup à se faire pardonner et il ne faudra pas à ce moment-là aller dans les excès d'engagement, etc. Donc les Argentins voilà, montrent qu'ils sont une équipe extrêmement solide, une nation du Sud maintenant intégrée dans le Tri Nations et ils en passent 50 aux Italiens. Ouais, ils ont vraiment, depuis qu'ils sont dans ce fameux Rugby Championship, ils ont vraiment monté de niveau depuis des années que je regarde le rugby, ça c'est certain. Allez, on passe à nous, c'est France-Japon en Stade de France. Samedi soir, un vrai plaisir. Quelques surprises de notre 15 de France quand même, parce qu'on a Ramos en 10, Penaud qui est blessé et donc il est remplacé par un certain Théodore de Saint-Rémy. Il y a quand même les noms de nos joueurs sur les maillots de l'équipe de France. Pour les Japonais, je pense qu'ils font pas la même, sinon ils s'appellent tous Toshiba. Pour les packs, le 64 kilos de plus pour notre pack à nous. Le match va démarrer et tiens, une erreur de Dupont. Le grand deuxième ligne de Japon va contrer son coup de pied et on passe très proche à encaisser un essai dans 1 minute. C'est bien, ça nous réveille. Théo Atisobé sur le côté droit et puis un super passe sauté pour Louis Bébé qui fait un peu de magie. C'est pas un en avant avec la poitrine. Tiens, je suis un peu étonné que l'essai soit accordé, mais tiens, on est content quand même. Les Japonais sont après chez nous, mais pas pour longtemps. Après une pénalité, c'est nos bleus qui remontent de terrain avec aisance et panache. Dupont et le cuistot. Ramos avec le coup de pied somptueux pour Gaëtan, 12-0. Les Japonais ont le ballon, mais le 9 Saito de Toulouse, il se débarrasse avec des petits coups de pied moyens, je trouve. Louis Bielbarré, il fait encore son petit coup de pied à suivre, et c'est Roumat encore qui est là pour marquer son premier essai. Ça va être accordé. 19 points à 19 minutes, c'est pas mal. Dupont fait du sumo avec un arrière japonais. Il le prend, il le soulève et molle pour nous. Gaëtan gratte, notre défense reprend présent. Ramos a fait un bon chose. Encore le long passe de pied pour Louis Bébé qui passe à un Moïfona bien lancé et finalement c'est Louis qui va marquer son deuxième essai du match. Petit 1-2 entre Movaca et Dupont. Bravo Pietro pour ton essai, 31-0. Et voilà, quelques percées des Japonais, le pilier et puis l'essai par le numéro 13, mais non pas de chance, c'est refusé.
Deuxième mi-temps, et c'est les gros qui vont jouer maintenant avec le jeune Guyard de Lyon qui est entré dans le jeu. Et Gros, finalement, va marquer un joli petit essai. Guyard avec un plaquage sympa, Gaëtan qui provoque un mot, Louis Barré avec un petit loupé. Essai Dupont, mais logiquement, c'est refusé. Un petit essai bien mérité pour les Brave Blossoms. Le 10 a tout donné pour marquer face à un Dupont un peu fâché, 38-7. C'est pas bien car ils ont revié le monstre. Dupont a fait un geste oulala. Colombe et Boudéon vont finir le boulot 45-7. 60 minutes, on autre essai pour les Japonais évité par le genou de Théo, mais le numéro 20 va faire l'interception et en course de 50 mètres toute seule et marquer l'essai malgré le retour de Louis Bébé. C'est Jalibert qui était le fautif sur la passe. Dupont va faire un long passe au pied pour Mouvaka, presque pour lui, mais c'est Paul Boudéon qui va marquer ses deuxième, 52-12. Quelques minutes sympas encore avec un Mouvaka, Ramos et Louis Bébé remontés. Mais les Bleus n'ont plus d'énergie, plus de flamme après la sortie de Dupont. C'est pas grave, on gagne par 40 points grâce à un bouffet à volonté d'essai. Que dire? On a passé un super moment parce que d'abord, c'était une fête du rugby dans un stade de France retrouvé pour le rugby à 15 avec une belle victoire, une très belle ambiance, une équipe complète, sans point faible, avec des moments qui nous font rêver et qui nous font constater que nous avons des joueurs hors pair. Que dire de Louis Bielbarré, qui est vraiment exceptionnel par sa vélocité, sa capacité à trouver des solutions tout le temps, en jouant au pied, en jouant à la main, en travaillant les appuis, en mettant de la vitesse. C'est vraiment un joueur magnifique en dépit de son petit gabarit et il doit donner espoir à tous les joueurs qui ont des cannes mais qui font pas 100 kilos et qui se disent on peut être bon à très haut niveau. Et vraiment, c'est magnifique. On représente plus Dupont qui fait un match tout à fait solide et à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Ramos qui nous a sorti toute la panoplie, hein. Il avait tout fait sauf le 50-22, il fait le 50-22 en fin de match. Enfin, voilà, on a adoré ce match. Maintenant, on est obligé de se dire qu'il y a un monde entre les Japonais et les Blacks. Il y a deux mondes. D'abord, ils en ont pris 60 contre les Blacks il y a 3 semaines. Les Blacks enchaînent leur 14e match d'affilée et là, ils arrivent pour le 15e ou 14e ou 15e contre nous samedi prochain. Et on peut presque un peu utiliser ce vieil adage qui est qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. Donc, c'est une sorte de super entraînement. Un match un petit peu comme si on faisait un match contre l'équipe de France junior ou un bidule comme ça, avec du sérieux, de la qualité, parce que les Japonais n'ont pas à rougir, sauf que physiquement, ils ne sont pas invités. Ils ont beaucoup trop subi physiquement pour pouvoir rivaliser. Et il y a presque une division d'écart sur ce plan-là, sur le plan athlétique et physique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un match qui est à la fois superbe et qui fait plaisir, parce que le Japon reste une équipe extrêmement plaisante, avec de très belles qualités techniques, avec un beau mélange de joueurs. Oui, il y a des joueurs néo-zélandais chez eux, et bah tant mieux, et c'est sympa parce qu'il y en a aussi chez nous, et nous aussi on a des mecs qui viennent du bout du monde et qui portent le maillot bleu, donc tous les gens qui disent ah, il s'appelle un nom britannique, il n'est pas vraiment japonais, ça me gonfle, c'est pas grave du tout. En revanche, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils sont un peu en deuxième division du rugby de haut niveau, et je ne suis pas certain que ce soit le meilleur match pour affronter les Blacks qui arrivent au sommet, auréolés de taper les Anglais, taper les Irlandais, et qui n'ont qu'une seule obsession, taper les Français dans la foulée. Donc, ça va cogner samedi, ça va être très, très costaud. Et franchement, ce match-là, tout plaisant qu'il était, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure des préparations. Je trouve que quand même il y avait des choses à apprendre. Moi, je voulais juste dire un petit coucou à Gros parce que je trouvais qu'il avait fait un sacré match. J'oublie combien de plaquages. Je pense qu'il avait 13 plaquages au mi-temps déjà, ou un truc comme ça. C'est quand même incroyable. Même si Aldrit n'était pas beaucoup au niveau d'attaque, je pense qu'il avait plus de 20 plaquages ou quelque chose comme ça aussi. Flamand, il me semble qu'il s'est blessé, non Alors il sort avec un pépin aux côtes, la crête iliaque un peu et le bas des côtes, mais visiblement il est sorti plutôt par précaution. Donc je pense qu'il sera là contre les Blacks, a priori. Atisogbe, en revanche, s'est blessé la cheville. Mais Penaud, qui était malade, je pense, sera remis. Donc, à mon avis, Penaud sera là contre les Blacks. Il sera frais, j'espère, en dépit de ce petit pépin de maladie. J'espère que c'était léger. Et ce qu'on peut voir de magnifique aussi, c'est la performance de Peato Movaca. On ne peut pas passer à côté d'une performance où ce mec sait tout faire.
on a l'impression qu'il peut jouer tous les postes. Il Ouais, est je pense que absolument incroyable. Il fait 80 minutes, 55 comme talonneur, il finit comme troisième ligne. Il continue de rentrer dans la défense, de casser la ligne d'avantage à la 65e, alors qu'il a 65 minutes de très haut niveau dans les pattes en jouant talonneur. Il faut voir ce que c'est comme impact physique sur le métabolisme, etc., de jouer talonneur à haut niveau. Donc, il est quasiment, bon, on le sait, hein, c'est tendu entre eux, en train de piquer la place de Julien Marchand parce que il est injouable. Il sait tout faire. Il n'a pas de point faible. Il a de la gestuelle, de la vitesse, de la force. Et en plus, il est sympa, il est humble. Enfin, je sais pas à quel point, comment on peut dire à quel point on est admiratif de joueurs comme lui. Il me bluffe à chacune de ses sorties. Je pense que c'est Boucherie Ovalie qui disait c'est la seule personne qui peut réaliser Dupont à le rugby à 1, en fait. C'est Parce que ça. c'est un sacré joueur. Et c'est marrant, tu parlais de l'énergie. Moi qui ai joué un tout petit niveau, on va dire, de rugby. Et c'est vrai, quand tu fais un maul pendant, je sais pas, 30 secondes, mais j'avais envie de gerber après, quoi. Après, il faut courir et faire des plaquages pendant encore 80 minutes. C'est quand même costaud. La chose que j'ai noté aussi, c'était Dupont. Je trouvais que lui, il était d'une vitesse et d'une énergie qui était légèrement au-dessous de tout le monde. C'est une des premières fois, par exemple, que j'ai noté qu'il faisait des gestes un peu individuels. Il y avait un grand percé qu'il a fait et se retrouver tout seul. C'est très rare pour lui. Il était vraiment, il voulait aller super vite. Et je trouve que, et moi, dans le body language que j'ai vu, j'avais l'impression qu'il était un petit, pas fâché, mais un tout petit peu, mais allez les gars, mais allez, let's go. Et c'est comme être, quand tu joues avec LeBron James, quoi. Il faut avoir toujours les yeux ouverts pour recevoir le pass qui va C'est sortir de ça. nulle part. C'est un joueur Et c'est un joueur qui a de telles qualités que parfois il se retrouve, il prend trop d'avance et c'est un sport extrêmement collectif où sans le soutien, on n'est rien. Donc c'est ouais, presque son risque, lui, mais c'est le risque de ses qualités, c'est le défaut de ses qualités, entre guillemets. Il est tellement au-dessus sur le plan de la vista, de la capacité à transformer une toute petite opportunité en coup gagnant que bah, parfois, effectivement, on a l'impression que les gars n'étaient pas tout à fait suffisamment au soutien. Bon, je pense que ça me paraît pas très grave. Je pense que ça, c'est des affaires un peu de vidéo, de réhabitude. Faut oublier qu'il n'a pas joué avec cette équipe de France depuis depuis 9 ou 10 longtemps. mois, hein, puisque Hmm. c'était la tournée, même ouais, quasiment un an, hein, puisqu'il n'a pas fait le tournoi, on le rappelle, pour se préparer aux Jeux Olympiques. Donc, moi, je préfère ça plutôt qu'avoir un joueur trop lent dont on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Il transforme pas d'opportunité. Comme malheureusement les dernières 10 minutes de ce match pour l'équipe de France, comme je disais, bah, d'un coup il n'y avait aucune énergie, c'est normal le petit baisse, mais c'était palpable que d'un coup il n'y avait aucune solution dès que Dupont est sorti. Oui, et puis je pense aussi que quand tu as 40 points d'avance ou 35 et que tu as les Blacks la semaine d'après, etc., la réalité, c'est que tu n'as pas envie de te blesser. Donc, tu n'as pas envie de faire le truc de trop qui sert à rien parce que le score est déjà acquis et que dans ta tête, tu es un petit peu déjà la semaine d'après. On ne peut pas leur enlever ça. C'est le risque de ces matchs-là contre une équipe réputée assez inférieure, ce qui s'est avéré vrai sur cette opposition, c'est que finalement, à l'heure de jeu, tu passes à autre chose. Allez, on va passer à un Pays de Galles contre Fidji, c'est dimanche. Et en fait, c'est assez marrant parce que cette Fidji, on va dire, en difficulté après le fessé contre l'Écosse, Pays de Galles, comme en reconstruction, on va dire, avec leur coach mythique Warren Gatland, mais avec beaucoup de difficultés financières, manque de confiance dans leur association de rugby, en fait, dans leur gouvernance, on va dire. Ils sont aujourd'hui 11e dans les fameux Rankings que toi, tu n'aimes pas. Donc, il y a une nouveauté pour eux, mais pas forcément une good news, on va dire. S'ils perdent aujourd'hui, ça va être le 10e perte à la suite pour Gatland. Et ça veut dire qu'ils ont perdu tous leurs matchs de l'été et les dernières 6 nations. C'est quand même incroyable, ça. Quand tu regardes, en fait, moi, je reconnais quelques noms, on va dire, dans les avants. Dewey Lake, Adam Beard en deuxième ligne, Reffel et bien sûr le Wainwright avec ce joli moustache. Par contre, dans les arrières, c'est un peu plus difficile. Peut-être le jeune Winnet et Ascombe aussi. Par contre, côté Fidji, bah, je reconnais un peu moins les avants, mais les arrières, il faut dire Radradra, Tuiseva, Wani Kulo, on connaît bien dans notre top 14 à nous. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le Caleb Muntz, en fait, de 10, qui n'était pas là lors de Coupe du Monde parce qu'il était blessé. Et lui, je trouve qu'il a fait un sacré match.
Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Fidjiens m'ont fait mentir, puisque moi j'ai dit que les tournées d'automne pour eux c'était difficile la semaine dernière, donc ils m'ont fait mentir. Et j'adore ça. On en a souvent parlé, c'est une affiche qui était à haut risque pour les deux équipes, puisque les Fidjiens, on l'a dit, sur les tournées d'automne sont rarement à leur avantage. Les Gallois, eux, sont complètement dans une reconstruction où chaque sortie, finalement, bah, met en lumière la fin d'une génération, le début d'une autre, et le fait que c'est un petit peu redevenu, provisoirement on l'espère, une petite équipe du plateau mondial. Donc, c'était un match à haut risque pour les deux équipes. Ça commence plutôt bien pour les Gallois, malgré un carton jaune. C'est 14-0 à 20 minutes. Et ensuite, 20 minutes de carton rouge contre Radradra pour un plaquage qui n'était pas top. Donc, il va sortir pour toujours, mais il serait remplacé dans le début de deuxième mi-temps. Le 10, Mons va quand même marquer un essai, un joli essai, quand ils sont à 14 face à deux rouges. 14-10. Essai de pénalité pour les Fidjiens à 38 minutes, mais l'arbitre donne et donc il peut enlever aussi. Énorme. Donc ça veut dire qu'au lieu de 7 points et un dragon de moins, en fait, Fidji perd le ballon sur le 5 mètres de leur adversaire. Pendant le mi-temps, l'annonceur de beIN Sport en fait se moque du niveau d'anglais de Xavier Garbosa. Je trouve ça assez incroyable. Je trouvais ça pas top, pas pro comme blague quand même. Chez Fidji, on voit l'entrée de Magala de Bayonne, meilleur marqueur en top 14. Après, il y a Mons qui ajoute 3 points au pied. Les Red Dragons revoltent un petit peu, mais grand grattage du 8 fidjien. Encore Caleb Mons avec le break. Et à 60 minutes, Tuisova va ajouter 5 points de plus. 21-14. La CS commence à me séduire, tout comme cette équipe de Fidji, qui va gagner ce match 24-19. Oui, la pièce est tombée du côté fidjien. Je note quand même que les Gallois ont marqué 3 essais. Ils sont pas loin du résultat, mais ils sont quand même à 5 points avec une équipe en face qui a pris 2 cartons jaunes, dont un qui est devenu carton rouge. Donc je rappelle que maintenant, les cartons rouges, c'est 20 minutes. Et ensuite, le joueur incriminé ne revient pas, mais il est remplacé par un tiers. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même joué pendant 30 minutes cumulées en supériorité numérique, les Gallois, et qui n'ont pas réussi à gagner. Un essai caractéristique de Tuisova, qui est un véritable camion et un bulldozer, Il a mais mis il un marque un refus dans essai ce match. extraordinaire. Il met un raffut et tout. Enfin, l'essai est absolument magique, ça fait vraiment rêver. Mais je suis quand même voilà, un petit peu pour les Gallois parce que on voit qu'en ce moment, ils touchent un peu le fond. On pas arrivé à battre les Fidji à Cardiff. Et finalement, en marquant 3 essais, être derrière quand même, ça veut dire beaucoup de choses sur leur niveau actuel. Et voilà, c'est dommage, puisque le Pays de Galles, ça reste un tout petit pays, mais qui est une grande nation du rugby qui nous a fait ô combien rêver dans le passé, dans les années 70, mais aussi récemment, dans les années 2000 et 2010, avec une génération de joueurs tout à fait exceptionnels. Espérons qu'ils se remettent la tête à l'endroit. Moi, j'ai une petite prédiction. En fait, moi, je pense que Caleb Muntz il va se retrouver dans le top 14 très bientôt, à mon avis. J'ai regardé un petit peu combien ils sont payés en Fidji et je pense que c'était quelque chose comme ils payent parce qu'ils jouent à l'équipe là, de Fidji, les Fidji Douan. Et en fait, je pense qu'ils gagnent pour 3 mois de rugby, genre 10 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc, bien sûr, ils vont venir ici en France parce qu'ils gagnent honnêtement plus. Et Ce c'est un sera jeune ça par homme. mois, quoi. Et je pense que, ouais, je pense que ils vont. Ce serait sympa de le voir quand même parce qu'il m'a beaucoup impressionné. Tiens, tu penses quoi finalement de ce 20 minutes de rouge? Écoute, Parce que ça va être important dans le match qui suit, dans le match oui, Écosse. moi, je trouve que ce serait une bonne décision, probablement, si la santé des joueurs n'était pas en jeu. Et je pense que du coup, c'est une mauvaise décision. Quand on envoie un signal qui ne va pas dans le sens de l'intégrité physique des joueurs, bah forcément, ça va un petit peu pâtir à certains joueurs, certaines fois. Et chaque fois qu'on a un joueur qui est gravement blessé au rugby, c'est toujours un drame. C'est comme, si tu veux, sur les problématiques de sécurité routière. À chaque fois qu'on dit, bon, bah, finalement, on a le droit de rouler un peu plus vite parce qu'on a trouvé que c'était pas dangereux et tout, c'est toujours un mauvais signal, il y a toujours plus d'accidents. Donc, je suis assez contre, même si je trouve que c'est relativement bien pensé. La sanction contre le joueur, elle est importante, il ne re-rentre pas. Pas mal d'études ont montré que les équipes en infériorité numérique ne perdent pas si souvent que ça. Et donc, une règle simple qui était il
il y a ton carton rouge parce que X raisons, mais notamment sécurité, intégrité physique du joueur en face, ses sanctions, tu ne rentres pas ton équipe à 14, c'est facile à comprendre. Quand on commence à mettre des trucs alambiqués, c'est dommage, et donc je suis plutôt opposé. On va parler après parce qu'il y avait un carton rouge important aussi dans le match Afrique du Sud, l'Écosse. Afrique du Sud, on les connaît très bien, surtout le capitaine Edsbeth. Aussi, dans les arrières, Willy Leroux, Moody, Ham, Mapimpe, Pollard, c'est quand même quelque chose. En face d'eux, c'est le 15 du Chardon, qu'on les aime bien aussi. Ce maillot, par contre, un peu moins. 3 minutes, c'est des Écossais qui défendent très très bien. Ils n'ont pas peur du champion en titre, mais Pollard avec un passe au pied pour Mapimpe, rien à dire, 5-0. Match très disputé pour les premières 10 minutes. Par contre, ça va très très vite en défense pour les Springboks. L'Écosse pique quelques touches, mais un pénalité important. Carton jaune pour un croc-roll que j'ai pas vraiment vu ou compris. C'était dur avant, ça va être très chaud à 14. Mais les Boks font pas mal de pénalités et ça offre 3 points au l'autocorrect, au Chardon. 6-5, l'Écosse est en tête pour l'instant, mais se laisse pas faire. Encore un gros plaquage de Darge sur Edsbeth. Le 13, Tuipulotu, qui avance comme un bulldozer. D'un coup, c'est les Boks qui ont chaud aux fesses. Mais bon, ils vont revenir assez vite avec un essai par un doutois. C'est pas celle qu'on connaît. 12-6. Fini le carton jaune, gros scrum pour les Boks. Et maintenant, c'est Willy Leroux qui va faire le passe au pied magique pour Mapimpe. 19-9. Et puis, percé par le 15 Écosse, il va servir 108 pour un joli essai. Annulé parce qu'il y avait en avance 5 minutes avant. Dommage quand même. 19-9 pour le mi-temps et c'est un match très sympa. Deuxième mi-temps, et c'est le Bomb Squad qui arrive. 6 avants de remplacement. 1 tonne de muscles. C'est Colissis, Niemann, Marx. La stratégie est très simple. On envoie du lourd. Edsbeth est encore là avec son sourire malin lors d'un petit mauvais geste. Beaucoup d'émotions dans ce match et beaucoup en avant aussi par le 9 Sudaf Hendrickson. 64 minutes, grosse percée de Tuipulotu. Et puis on voit Van der Mel pour la première fois, mais on avance sur les 5 mètres. C'est le tour de Hugh Jones maintenant de faire le percé. Gros temps fort pour les Bleus, mais encore ballon perdu sur les 5 mètres. Bonne nouvelle, carton jaune aussi contre les Springboks. 15-19, on dirait que c'est les dernières minutes de ce match, mais on a encore 20 minutes à jouer. Encore des opportunités ranquées par les Écossais. Sinon, on peut dire que la défense est très bonne côté Sudaf aussi. 32-15 à la fin, c'est un gros score pour un match plutôt serré. Un match épuisant pour moi en tant que spectateur, donc pour les Écossais, j'imagine même pas. Oui, ce qu'on peut dire sur ce match, c'est que on voit les doubles champions du monde en opposition à une équipe un petit peu en doute sur son rugby, qui a failli monter sur un sommet, puis qui a repris une claque à la Coupe du Monde, qui a plein de questions à se poser, quand les Sudaf n'en ont aucune. Voilà, ils n'ont que des certitudes. Ils ont la capacité physique à faire rentrer effectivement à la 46e cette espèce de masse musculaire complètement effarante. Quand on est en face, on doit se dire, mais les mecs sont frais, ils rentrent, moi je suis déjà fatigué, mais au secours, venez me chercher, quoi. Ça doit être absolument effrayant d'être sur le terrain quand on voit rentrer cette bande. Et voilà, ils mènent 19-9 à la mi-temps. Il y a Matt, là, on a l'impression que c'est déjà un petit peu plié. Ils ont la capacité à dérouler du rugby puissant, mais aussi du rugby précis. Les magnifiques passes au pied de Pollard et Leroux pour Mapimbi qui va de son doublé tranquillement. Bon, c'est tout à fait impressionnant. Et Zebet, tu dis regard coquin, moi je le supporte plus. Voilà, je peux plus le voir en peinture de toute façon depuis le quart de finale perdu contre l'équipe de France. Dès que je vois ses gros biceps arriver, j'ai envie de me casser tellement il m'énerve. Mais il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est d'une autre nature, ce mec. Enfin, il est très, très, très impressionnant. C'est pas les doubles champions du monde par hasard, quoi. Voilà. Ils sont vraiment injouables. Quand ils sont comme ça, contre une équipe en plus un petit peu en dessous, un petit peu dans le doute, c'est C'est marrant que tu dur. dis ça.
par rapport à l'Écosse, parce que je trouvais que j'étais surpris par leur performance, en fait. Je trouvais qu'ils étaient vraiment là dans la partie, on va dire, physique, de partie challenge, de conquête, on va dire. Blair Kinghorn, c'était pas son match à lui, mais je trouvais que Tom Jordan, le 15, là, il était magnifique. On n'a pas Oui, mais beaucoup regarde, ils vu. marquent pas de points. Si Finn Russell Ouais, marque ok. tous les points au pied, ils sont pas là en fait. Ils sont là, mais ils sont pas là. Ils les mettent jamais vraiment en danger. Ils répondent présent, évidemment. Ils s'échappent pas, sinon ce serait pas des mecs en équipe de 15 du Chardon, etc. Mais est-ce que une fois dans ce match, on s'est dit ça va le faire, ils vont les taper? Non, zéro fois. Donc, enfin moi en tout cas. Donc je trouve ça extrêmement cruel pour eux, bien sûr, et aussi chiant pour le rugby, parce que quand c'est comme ça, c'est moins drôle, quoi. Ouais, peut-être j'étais en train de comparer la dernière fois où ils ont joué, ils avaient vraiment aucun chance, ils avaient marqué 3 points et c'était juste un match. Je pense que l'écart de score était un peu peut-être le même, mais en fait là ils avaient un peu plus de panache et un peu plus d'air et un peu plus ils couraient un peu dans le bon sens, on va dire. Mais bon, Tout ce que je retiens de ce match, c'est la perspective que ça donne du match qu'il va y avoir à Twickenham la semaine prochaine. C'est-à-dire que les Sudaf envoient avec un match comme ça une telle impression de force, de certitude, d'absence de points faibles, de puissance, de capacité à être en même temps précis, etc., qu'ils sont lancés sur une marche en avant qui doivent absolument venir affirmer à Twickenham. Or, à Twickenham, qu'est-ce qu'il y a? Une belle bête blessée qui s'appelle l'Angleterre, qui vient de perdre 2 fois en 2 matchs, d'assez peu, en sortant des très beaux matchs. Donc, ils se disent, là, les doubles champions du monde qui viennent de rouler un peu sur tout le monde se pointent. Nous, on vient de perdre 2 fois. On a une occasion unique de dire, attendez les gars, on est encore là. Et moi, j'aimerais beaucoup que les Anglais battent les Sudaf. Et je leur dis, s'il vous plaît, messieurs les Anglais, mais faites-les taire, mettez Zebet sur le cul, battez-les et qu'ils rentrent un peu en Afrique du Sud, faire je sais pas quoi là-bas, mais en tout cas, nous lâcher un peu la grappe. ah, t'es pro-anglais maintenant, bah, c'est bien à savoir, c'est bien à savoir. Écoute, on parlera un peu. Écoute, on parle maintenant de la semaine prochaine. Ça démarre vendredi soir. C'est Irlande contre Argentine. Tu sais qu'on est très très fort en prono, donc j'aimerais bien voir ton prono qui va gagner ce match. Est-ce que tu peux nous donner un petit score? Oh, je pense que les Irlandais vont se rattraper. Je pense qu'ils sont vexés comme des poux d'avoir perdu après 19 matchs sans défaite en Irlande. Et je pense que les Irlandais vont passer à la moulinette. Donc, quoi, ils gagnent par 20, 30. Ouais, ça va être du 35-17. Tu notes, hein, les scores que j'ai donnés. Allez, Écosse contre Portugal. Est-ce que la Portugal va surmonter leur défaite contre les États-Unis pour vaincre Bon, les Écossais? je ne saurais me prononcer par égard pour nos amis lisboètes qui nous écoutent souvent. Donc, je voudrais pas dire qu'ils vont se faire rouler dessus, les Portugais, par les Écossais. Mais je pense quand même que le chardon va piquer et qu'ils ont un petit peu de soucis à se faire. Donc l'Angleterre, Afrique du Sud, toi tu annonces l'Angleterre. Moi je dirais pas un petit point. Allez. Oui, je vois bien une victoire de l'Angleterre après un match très disputé, où ça va casser du petit bois, comme on dit. Et je la souhaite. Je la souhaite pour le continent européen. Je la souhaite pour cette équipe d'Angleterre qu'on adore détester, mais qu'on admire aussi. Moi, j'ai toujours été quand même un admirateur du talent des Anglais. Et quand ils sont entre anglo-saxons, même si, bon, les Sudaf sont pas exactement des anglo-saxons, parce qu'il y a aussi des descendants des Hollandais et même des Français. On sait qu'il y a beaucoup de noms français dans cette équipe, historiquement. Euh, voilà, j'aime quand ils font parler leur loi contre les autres, mais pas contre nous. À Twickenham, c'est comme quand Federer gagne à Wimbledon, même s'il n'est pas anglais. C'est beau. Bah, tu sais, ils ont déjà perdu un match cette année, Afrique du Sud. Ils ont perdu contre Argentine en septembre, un petit point. Donc peut-être les Anglais vont faire l'exploit aussi. Après, c'est notre match à nous, France-Nouvelle-Zélande. Écoute, c'est difficile de faire un pronostic. Euh, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu des Néo-Zélandais sur les 2 matchs qui viennent de s'écouler. Donc il y a un peu 2 options. Si on est moyen ou juste bon, on perdra. Si on est dans un très grand soir et que il y a une petite étincelle de plus qui se fait, on peut les battre.
mais je pense qu'on n'est quand même pas favori. Ouais, j'ai hâte de voir ce match parce que je pense qu'il y a Ione aussi, c'est un gars chez eux. Je pense qu'ils. Et ils n'ont pas de points faibles. Ouais, ils ont une équipe extraordinaire. Ouais, Télia, Ils ont une équipe le extraordinaire. 6, Donc, franchement, Jordan. mais nous non plus, hein, on n'a pas beaucoup de points faibles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien dit. D'ailleurs, j'ai vu peut-être on aura Burros en 15, potentiellement. Sinon, Italie contre Géorgie. Je souhaite aux Italiens de tout cœur qu'ils battent les Géorgiens. S'ils se mettaient à perdre contre les Géorgiens, ça deviendrait vraiment l'angoisse. Et c'est une équipe qui a besoin de victoire. Donc, je souhaite vraiment que les Italiens gagnent. J'y crois. Même si les Géorgiens sont voilà, jamais faciles à manier. Eux aussi, ils n'ont qu'une envie, c'est de prouver que ils pourraient bien prendre la place des Italiens dans le tournoi des Destination. Donc, à chaque fois qu'ils les battront, la question se reposera de façon un petit peu plus difficile à entendre pour les Italiens. Si tu imagines si les Géorgiens faisaient Movember, ça serait impressionnant quand même. Ce serait extraordinaire, tu veux dire. En parlant de Movember, n'oubliez pas d'aller sur le site de movember.fr. Vous pouvez donner, en fait, si vous cherchez Pack de potes. Et on a quelques personnes qui ont déjà donné dans notre nom pour Movember, on va dire, pour la recherche contre les maladies masculines. Et là, par exemple, j'ai envie de dire merci à Fabrice, merci à Ludo. Donc, c'est eux qui ont déjà donné un peu de sous. C'est très sympa de leur part. Mais on finit avec le dernier match. C'est Pays de Galles contre Australie. En fait, c'est les Australiens qui ont créé Movember d'ailleurs. C'est vraiment un match que j'ai envie de voir maintenant. Oui, c'est un match un petit peu inquiétant pour les Gallois. Les Australiens viennent de gagner à Twickenham en montrant des choses, on l'a beaucoup dit dans cet épisode, impressionnantes. J'ai l'impression qu'ils sont assez sûrs de leur rugby, avec à nouveau des grands joueurs qui leur manquaient depuis quelques années. Donc, je suis quand même pas très rassuré pour les Gallois, malheureusement. Donc, je mets une petite pièce sur l'Australie avec un grand bonheur si les Gallois gagnaient. Bah, parfait. Écoute, c'est tout pour cet épisode. C'était un vrai plaisir de regarder tout ce rugby et bien sûr partager ce moment avec toi, mon cher Théo. Donc, on se voit la semaine prochaine. On dit un petit coucou à notre cher Charlie et bon match à tout le monde. On dit plus qu'un petit coucou, on dit un énorme hug à notre cher Charlie. On l'embrasse, on espère le voir très bientôt et l'entendre surtout avec nous très bientôt. On sait qu'il y a des gens à qui il manque en ligne. Moi, on me l'a pas mal dit. Et donc, Charlie, voilà, on t'embrasse de tout cœur. C'est pas un petit coucou, c'est un very big coucou hug. Allez, big hug à tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye, ciao.